aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis sont en train de resserrer leur étau et de redire aux Européens qu'ils doivent rester aux ordres des États-Unis. Mais pour quel but de guerre en Ukraine, puisque le maelstrom français nous amène à moins parler de la Russie, de l'Ukraine, ça fait un certain qu'on n'en a pas parlé. On en est où de ce conflit ? Alors, je vais commencer d'abord par la question des négociations de paix. Parce que le New York Times a fait quelque chose de très étonnant. Il a publié le texte complet de l'accord qui n'a jamais été signé du début avril 2022, celui qui a failli être signé entre la Russie et l'Ukraine. Alors c'est étonnant parce qu'il a fait ça la veille de la conférence de paix en Suisse sur laquelle l'Ukraine avait beaucoup misé. Et il a fait ça par une coïncidence en même temps que Vladimir Poutine proposait un nouveau plan de paix qui ressemble beaucoup à celui d'avril 2022, à cette différence près qu'entre-temps les Russes ont progressé et veulent maintenant annexer les 4 oblasts de Kherson, de Zaporozhye, qu'ils ont conquis, de Donetsk et de Lugansk, qu'ils ont quasiment conquis, mais Poutine dit on commencera les négociations quand l'armée ukrainienne se sera retirée de ces 4 oblasts. Donc la conférence de paix qui avait lieu en Suisse, à laquelle la Chine ne participait pas, et avec une déclaration finale qui n'a pas été signée par l'Afrique du Sud, ni par l'Arabie Saoudite, pour citer les 2 principaux pays des BRICS qui étaient là. Tout ça fait que Zelensky a le tapis qui lui est retiré de sous les pieds, et il n'est plus en position de force, puisque parallèlement la Chine fait avancer son propre plan de paix qui est beaucoup plus proche de la position de Poutine, c'est-à-dire qui accepterait par réalisme des pertes territoriales pour l'Ukraine. Donc ça c'est, je dirais, le jeu sans doute dans lequel les Américains veulent entrer, mais pour cela il faut que les Européens continuent à jouer aux petits soldats, de manière à ne pas donner l'impression qu'on est en train de lâcher l'Ukraine. Et donc je crois qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent une répartition des rôles, avec en particulier la France qui va être poussée à ne pas céder, l'Allemagne qui va être poussée à accepter qu'on tire des missiles de moyenne portée ou de longue portée sur le territoire russe, hors Ukraine, je dirais, et donc tout ça me semble relever d'une répartition des rôles. Militairement sur le terrain, la Russie continue de grignoter sans se presser le terrain. L'agenda stratégique européen sera fortement dessiné par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce document, qui doit servir de feuille de route pour la prochaine Commission européenne, est élaboré par les 27 chefs d'État et de gouvernement. L'Union ne compte pas abandonner le pacte vert ni sa transition numérique, mais l'accent devrait être porté sur la sécurité et l'autonomie stratégique. Now, the green transition, green policies are taking another spin in Europe. They are put at the service of competitiveness on the one hand and security on the other, which makes sense because over the last 5 years we have done a lot of legislation with the European Green Deal and now we need to turn into implementation. Une Europe plus forte, plus prospère et plus compétitive devrait être les moteurs de cet agenda stratégique. Cette ambition devrait se matérialiser par un renforcement des capacités industrielles, qu'elles soient civiles ou militaires. Il s'agira aussi pour les 27 de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis. There is another element which is very important here, which is of course the US election. And what happens if Trump is back at the White House and what happens to Europe in terms of its own defense capabilities in case of a, let's say, withdrawal or less support by the United States, also in the context of NATO. Les 27 vont donc afficher leur ambition, mais il faudra trouver les moyens de financer ces objectifs. First of all, we need to use the European budget in a better way. So there is the whole discussion about how is the new EU budget going to look like, how are we going to spend this money, and what is going to be the size of it. The second is the European Investment Bank, which will certainly play a greater role in the coming years when it comes to all these elements. And finally, new debt.
is there the possibility to create a new facility after the end of Next Generation EU in 2026? L'agenda devrait aussi inclure un chapitre sur une Europe libre et démocratique afin de renforcer l'état de droit. L'adoption de ce document sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen prévu à la fin du mois à Bruxelles. Mais les Allemands ont investi en Ukraine, ça c'est clair. Il y a les Anglais qui ont beaucoup investi en Ukraine. Et ça a été une des raisons pour lesquelles on voit aussi qu'ils sont encore très impliqués alors, sur le plan militaire en Ukraine, c'est parce qu'ils ont aussi investi énormément, les groupes anglais, les sociétés anglaises ont investi en Ukraine. Et on voit qu'il y a eu l'Ukraine, si vous voulez, c'est un pays qui, à partir du moment où il a fait le choix de l'Europe, eh bien, le choix occidental, à ce moment-là, on a eu, évidemment, c'est normal, hein, les entreprises un certain nombre d'entreprises qui ont dit, bon, c'est bien, on va y aller. On a eu aussi, il faut dire, on a bénéficié, les entreprises occidentales ont bénéficié en Ukraine du fait que les lois sont beaucoup moins contraignantes qu'ailleurs. Par exemple, pour les laboratoires, comme les lois sont beaucoup moins contraignantes, qu'on peut faire des essais en Ukraine qu'on ne peut pas faire ailleurs, donc un certain nombre de laboratoires se sont installés en Ukraine. Les gens allaient là-bas parce que ça coûtait moins cher qu'ailleurs, et les contraintes sanitaires, les contraintes de sécurité étant beaucoup moins, ça coûtait moins cher de produire là-bas qu'ailleurs. L'Ukraine a attiré beaucoup d'entreprises qui ont vu l'intérêt à produire à moindre coût et avec moins de difficultés. Et puis vous savez, les États-Unis, avec le principe d'exterritorialité juridique, ils ont la possibilité de dire partout sur la planète, on vous considère nos ennemis si vous ne respectez pas nos sanctions. Ça devient très compliqué. Vous pouvez plus exporter, vous pouvez plus faire des affaires aux États-Unis si vous continuez à faire des affaires avec un pays qui a été mis sur la liste noire par les États-Unis. C'est très très compliqué. Il faut aussi du courage. C'est pour ça on peut pas ne reprendre aucune sanction. On est obligé de suivre un petit peu, mais à partir du moment où ces sanctions sont complètement illégales. Des sanctions économiques, c'est illégal. En plus, c'est un acte de guerre. Rappelez-vous ce que Bruno Le Maire a dit au début des sanctions. Nous allons mettre l'économie russe à genoux. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Notre ministre des Affaires étrangères, dans sa grande sagesse, a repris presque les mêmes termes. Mais c'est un acte de guerre, ça. Lorsque vous voulez mettre à genoux un État, c'est un acte de guerre. Sans les armes, mais c'est un acte de guerre. Donc là, on a violé incontestablement notre neutralité. On n'a plus été équitable, on a basculé dans le camp du bien, entre guillemets, et ça a été très très dommageable pour la Suisse. D'ailleurs, quelque temps après, la Russie nous a mis... Alors moi, j'aime pas... Attendez, je suis pas un ami des Russes, je suis pas un ami de Poutine, il s'agit pas de ça, mais il s'agit de préserver pour la Suisse son image d'équité, son image d'équidistance. Enfin, tout ça après, c'est jamais blanc et noir, c'est toujours un peu gris. On a reproché à la Suisse de pas être neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, on peut pas être complètement neutre, c'est évident. Il y a des aménagements, il y a des choses, mais ce qui est important, c'est de toujours être au service des uns et des autres pour après, parce que toute guerre se termine en principe. Sauf la dernière. Il y a une fois une guerre qui va se terminer, qui va pas se terminer, qui va faire sauter la planète peut-être, j'espère pas. Mais alors évidemment que au lieu que ce soit les Chinois, les Brésiliens et les Turcs qui aident là sur le coup, la Suisse aurait pu le faire. Mais la Suisse est malheureusement hors jeu définitivement, je pense, par rapport à la Russie, parce que je vous assure que la Russie a une grande mémoire. C'est un éléphant et la Russie n'oublie pas. La guerre terminée, parce qu'elle va se terminer bien entendu, hein. La guerre terminée, il va falloir, je vous disais, reconstruire. On peut penser, alors là je suis pas Madame Soleil, hein. On peut penser, si on reprend les négociations qui avaient été faites 2 mois après le début de la guerre à Antalya en Turquie, entre les Ukrainiens et les Russes, où ils étaient arrivés à un accord que les Occidentaux ont arrêté, ont empêché. On aurait une séparation, en réalité très claire, c'est les provinces russophones d'un côté et le reste de l'Ukraine de l'autre. Si c'est ça, je pense qu'on va avoir les Américains de BlackRock, qui ont d'énormes moyens, vous savez que c'est le plus gros fonds d'investissement au monde, vont certainement, d'une part, évidemment, donner à des entreprises américaines la reconstruction, mais surtout, ils vont en profiter pour mettre la main sur l'économie locale. Pourquoi ? Parce que
comme vous avez pu voir, les Russes actuellement pratiquent une politique très claire, et détruisent tous les systèmes de production énergétique en dehors du nucléaire. Ils ne tirent pas sur le nucléaire, ils ne sont pas fous, hein, mais sur le reste, par contre, ils détruisent tout. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'électricité dans la plupart des zones, et la plupart des pays du pays, enfin les grandes villes du pays, et partout, hein, il n'y a plus d'électricité. Bon. Alors, ça pose un énorme problème, donc il va falloir reconstruire. Il est évident que on ne va pas faire une société d'État. BlackRock et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des sociétés, grandes sociétés américaines, qui vont reconstruire. C'est exactement la même chose pour les télécoms. Donc en réalité, la destruction de ce pays qui se fait actuellement dans cette guerre, où il se détruit systématiquement les points forts sur le plan économique, hein, ça c'est clair, les Russes, il y a la guerre sur le front, hein, où là c'est un coup d'artillerie, mais derrière, hein, on détruit systématiquement ce qui est important pour le développement du pays, les raffineries, les centrales, les télécoms, enfin tout ce qui est liaison télécom, tout est détruit. C'est systématique. La reconstruction amènera à la reconstruction bien sûr de tout ça, mais sous contrôle étranger. Si vous voulez, à partir du moment où l'Ukraine est dominée alors, par les Américains, comme a priori dans le cadre du plan de reconstruction, pour les Américains, mettre un coin dans l'Europe du Sud, l'Union européenne, qui conforterait celui de la Pologne à côté, c'est pas un mauvais coup, bien au contraire. Hein. Parce que pour les Américains, je vous rappelle quand même que, enfin c'est pas moi qui dis, c'est eux, hein, pour les Américains, l'Europe doit être aux ordres des Américains, hein, c'est clair. Hein. Pas d'Europe indépendante. Hein. Il ne faut pas l'oublier, d'ailleurs, tout ce qui se passe. Regardez, par exemple, dans cette affaire ukrainienne, regardez, les sanctions ont été suggérées par les Américains. Regardez le résultat. Hein. Le résultat, c'est l'Allemagne est ruinée, nous, on n'est pas bien. Et qui gagne? Les Américains. Ils nous vendent du gaz bien plus cher que du gaz de schiste, interdit chez nous, hein, beaucoup plus cher que nous. Hein, nous payons notre énergie nucléaire et autres. Il n'y a pas photo, si vous voulez. Les grands gagnants de la guerre en Ukraine, c'est les Américains. Ça, c'est un succès. Moi, je considère que c'est un succès total. Et l'Ukraine sera dans l'Europe? Alors, bien sûr, l'Ukraine, certains Occidentaux souhaiteraient, bien sûr, que l'Ukraine soit dans l'Europe. La question, c'est dans le cas... Et les Russes s'en foutent, si vous voulez. À partir du moment où il y a séparation, comme on le pense, on pense qu'il y aura séparation entre la partie russophone qui passera aux Russes et la partie ukrainophone qui restera avec les Européens. Bon, les Russes s'en fichent. Le seul problème pour les Russes dans la négociation, c'est l'OTAN. Hein, et encore, c'est l'OTAN à Odessa. Aujourd'hui, la seule vraie... Si vous voulez, pour faire la paix aujourd'hui, le problème, il est réglé déjà. Les positions, la guerre n'évolue plus pratiquement, statiquement parlant, elle ne bouge pas, hein, statiquement parlant. Le front ne bouge pas. Donc, on voit bien que la séparation, c'est les russophones et les autres. Donc, si vous revenez à la Corée, si vous essayez sur la Corée, hein, en 1952, on a fait la paix sur la ligne de front. Quand on n'a pas d'autre solution, on fait ça. Donc, a priori, on va s'arrêter sur un truc comme ça. Mais il restera Odessa. Odessa qui est un port qui donne sur la mer Noire. Ce port, sur le plan je dirais, d'exportation de céréales hautes, ça ne pose pas de problème. Si par contre l'OTAN s'installe à Odessa, ils sont à 250 km de la base de Sébastopol. C'est exactement comme Cuba par rapport à la Floride. Est-ce que les Américains, souvenez-vous, ont accepté que les Russes s'installent à Cuba ? Mais en réalité, rien ne change. Les orientations qui ont été définies et qui ont été conclues par la déclaration du G7 réaffirment l'ensemble des points qui avaient été vus et coordonnés à l'occasion du Forum économique mondial en janvier. Soutien à l'Ukraine, mise en garde de la Chine pour son soutien à la Russie, soutien à Israël. Il y a en effet, on peut le souligner, une volonté de ne plus perdre de terrain, notamment sur le continent africain. Ça a été aussi un point qui a été relevé, la mise en garde contre l'ingérence et l'influence de Wagner
sur certains pays africains où en fait là le G7 par l'intermédiaire de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement a voulu montrer aux pays africains que l'offre et les partenariats, alors ça fait un peu mafieux, mais c'est-à-dire restez de notre côté et on vous financera pour des projets d'infrastructure et surtout le développement, des orientations de développement durable. Et on voit que, mine de rien, le G7 perd du terrain et ils essayent de contenir cette dégringolade d'influence politique. Il faut le rappeler, le G7 en 2019, c'était 45% de la richesse mondiale. Oui. Et 5 ans après, les pays du G7, donc on exclut naturellement la Chine, sont passés à moins de 40% du PIB mondial. Donc on voit qu'il y a un déclin qui est net, qui est progressif certes, mais qui est net, et il y a une tentative de containment, enfin en tout cas de restreindre cette désinfluence politique. Et là, la grande politique, mine de rien, on aurait pu s'attendre à une détente, comme je l'ai dit, à l'approche de la trêve olympique. D'ailleurs, ça a été dit par Giorgia Meloni. L'ensemble des pays ont appelé à une détente, mais en réalité, il y a une relance des hostilités, notamment avec ce prêt à l'Ukraine de 50 milliards, puisque la Russie, vous avez cité la Chine qui était fortement mécontente, oui. Mais la Russie a aussi parlé de vol par rapport aux avoirs russes, et que si ce prêt était mis en œuvre, il y aurait forcément des mesures de rétorsion et des conséquences, notamment pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne a été mandatée par les États-Unis pour être au front au niveau économique. As of the end of May 24, à la fin du mois de mai 2024, le déficit entre les besoins de financement humanitaire et les ressources disponibles s'élèvera à 40,8 milliards. Les appels ne sont financés qu'à hauteur de 16,1% en moyenne. À titre de comparaison, les dépenses militaires mondiales s'élèvent à près de 2500 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,8% en termes réels par rapport à 2022. Il s'agit de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 2009. Bref accueil et une séance de photos. Le Premier ministre chinois Li Qiang a visité l'usine chinoise de traitement de lithium de Tianqi à l'ouest de Perth. Je pense que de nombreuses entreprises chinoises aimeraient poursuivre leurs investissements en Australie et dans les minéraux critiques. L'étape à Perth et plus généralement dans l'ouest de l'Australie du voyage australien du Premier ministre n'est pas dû au hasard. Les 3/4 des exportations australiennes vers la Chine proviennent de cet État. Le Premier ministre Lee a également rejoint le Premier ministre australien Anthony Albanese pour une réunion avec des chefs d'entreprise, notamment les dirigeants de plusieurs sociétés minières australiennes qui espèrent développer leurs échanges avec la Chine. La Chine et l'Australie occupent des positions importantes dans la division internationale du travail industriel. Notre coopération étroite est propice au maintien de la stabilité et de la fluidité de la chaîne d'approvisionnement industrielle, à l'injection de plus d'actions et à la reprise économique. Les événements organisés lors de la première visite officielle d'un Premier ministre chinois en Australie depuis 7 ans ont mis en évidence les relations renouvelées entre les deux pays et la reprise des réunions de haut niveau. Chers amis, la reprise de cette table ronde est un autre signe encourageant de la stabilisation des relations entre nos deux grandes nations et de la promotion de nos intérêts communs. Nos deux pays ont exploré des domaines tels que l'intelligence artificielle, la science et la technologie quantique, les biosciences, et ils ont acquis de l'expérience. Nous devrions renforcer la planification et l'alignement stratégique et développer conjointement les points de croissance potentiels et la coopération sino-australienne. J'espère également que nos entrepreneurs pourront de temps en temps sortir du cadre des affaires, promouvoir les échanges et la communication entre la Chine et l'Australie dans une sphère plus large et servir de pont pour renforcer notre amitié et notre compréhension. Il était inconcevable qu'au cours des derniers mois, le gouvernement ait retenu des armes et des munitions destinées à Israël. Tout le reste évolue comme à l'ordinaire. Et encore une fois, dans la perspective de s'assurer qu'Israël obtienne ce dont il a besoin pour se défendre contre cette multitude de défis. M. Blinken affirme que l'examen des obus de 2000 livres est lié aux préoccupations de leur utilisation dans des zones densément peuplées comme Rafah. La Maison-Blanche a exprimé son malaise face à l'accroissement du nombre de civils tués à Gaza par les attaques israéliennes. Washington fait également face à des critiques internationales croissantes pour son soutien à la campagne militaire israélienne à Gaza.
Le ministère gazaoui de la Santé rapporte que plus de 37 000 Palestiniens ont été tués et plus de 85 000 autres blessés dans les opérations militaires israéliennes depuis le 7 octobre. L'annonce de la directrice du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, de suspendre temporairement les opérations humanitaires depuis la jetée construite par l'armée américaine au large de la côte de Gaza n'est que le dernier coup porté au port lancé par l'administration du président Joe Biden. Cette décision fait suite à l'attaque militaire israélienne meurtrière contre Al-Nusayra le 8 juin, au cours de laquelle 4 otages ont été libérés et 274 Palestiniens tués, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza. Des centaines de personnes ont également été blessées lors de la destruction d'infrastructures civiles, notamment des entrepôts du Programme alimentaire mondial. Les organisations humanitaires internationales présentes dans la bande de Gaza réclament depuis longtemps la protection de leurs employés, alors que ces derniers effectuent des missions humanitaires. La situation humanitaire est devenue extrêmement complexe, en particulier récemment en raison de l'expansion des opérations militaires et d'autres opérations hostiles dans toute la bande de Gaza, et de l'absence de mesures de sécurité nécessaires pour que les équipes humanitaires puissent se déplacer librement et en toute sécurité. Hoda Al-Sarsak, mère de 6 enfants déplacés dans le centre de Gaza, vit dans des conditions difficiles et est incapable de fournir de la nourriture à sa famille sans l'aide donnée par les organisations humanitaires de l'ONU. Nous avons à peine de la farine pour faire du pain pour nos enfants, alors qu'en sera-t-il maintenant avec la suspension des paquets d'aide? Que devons-nous dire à nos enfants? Comment pouvons-nous prendre soin d'eux? Nous ne pouvons pas vivre avec la guerre et souffrir de la faim en même temps. Nos enfants ne comprennent pas que nous ne pouvons pas leur fournir suffisamment de nourriture et d'eau. La suspension représente un revers pour le quai exploité par l'armée américaine, dont l'objectif déclaré est de recevoir l'aide humanitaire des navires pour la livrer aux civils de Gaza. Mais de nombreux Palestiniens disent que le camion d'aide utilisé par les forces spéciales israéliennes pour s'infiltrer dans le camp de Nusayra est parti de la jetée. Il est vrai que le port est très important, mais il devrait être transformé en un véritable port pouvant accueillir un plus grand nombre de navires et de conteneurs, et ne pas être contrôlé par des Américains ou par des Israéliens. Il devrait être retiré du cercle de l'utilisation politique et militaire, car il y a des Palestiniens qui ont des doutes. Le Programme alimentaire mondial a prédit la famine à Gaza et la jetée construite par les États-Unis qui a expédié 820 tonnes de nourriture dans la bande de Gaza depuis son lancement ne permet toujours pas d'assurer le niveau requis d'approvisionnement en nourriture pour les résidents. Cette situation a incité les institutions de l'ONU à demander l'ouverture du poste frontière de Gaza afin d'accroître le flux de l'aide humanitaire. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.